J'ai reçu récemment le message d'un client, Nicolas, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le sujet de son message Facebook puisque Nicolas est un client et sa question m'a fait tilt et je me suis dit qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui sont concernées par ce sujet. Donc je te lis son message tout de suite et on en parle juste après. Salut Raphaël, je suis actuellement en train de chasser sur Brest afin d'acquérir mon premier bien, un appartement que je diviserai en studio ou en colocation. Je t'avoue que j'ai des craintes, la peur que mon appart ne soit pas loué, que celui-ci ne me cache une mauvaise surprise, qu'il ne me rapporte pas de cash flow, voire pire qu'il m'endette. Le marché se fait prendre d'assaut par les investisseurs, c'est pas facile de trouver des bonnes affaires et je n'ai pas confiance aux agents immobiliers, je ne sais pas à qui m'en remettre, je ne fais que douter, tu as dû connaître ça, c'est pesant, comment effacer ces doutes? Si tout le monde investit ici, je ne devrais pas craindre grand chose. J'ai lu des livres, me suis formé, pourtant le doute reste bien là. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai lu son message à Nicolas, puisque Nicolas, en fait, c'est un client et je suis passé par plusieurs sentiments. Je me suis dit, j'ai beau essayer d'avoir fait le maximum pour rassurer, systématiquement, essayer de rassurer mes clients. Je leur dis que l'immobilier, c'est clairement pas quelque chose de risqué si on fait les choses bien et qu'on a une situation qui est saine à la base, qu'on a défini son projet et qu'on va vers des projets raisonnables en accord, avec sa situation. On a beau parfois dire tout ce qu'il faut pour rassurer et montrer et prouver par A plus B que finalement non, il n'y a pas tant d'impayés que ça, que finalement non, c'est pas si risqué si on a fait une étude de marché, que finalement non. Bref, je vais pas te refaire tout le scénario, mais je suis passé par ce sentiment de la frustration de me dire que peut-être j'ai pas réussi à faire mon job sur cette personne. Je suis vraiment passé par le sentiment de me dire, oui, en fait non, c'est tout à fait normal de douter. C'est-à-dire que quand on investit de l'argent dans quelque chose, quand on fait un investissement, qu'il soit immobilier ou autre, on passe forcément par ce petit moment de doute où tu te dis, est-ce que je fais bien de le faire? Est-ce que j'ai fait des bons choix? Est-ce que j'ai pris en compte tous les paramètres? Par exemple, en ce moment, je suis sur l'achat d'un immeuble de 10 lots qui représente environ 500 000 euros. Bon voilà, forcément que j'ai des moments de doute également moi aussi en me disant est-ce que je fais bien d'acheter cet immeuble? Est-ce que il n'y a pas une embrouille quelque part? Est-ce que c'est normal que ce soit une bonne affaire comme ça? Est-ce que pourquoi personne d'autre l'a acheté? Finalement j'ai peut-être été le plus rapide et le plus vif et c'est vrai, j'étais très très vif. Donc on essaie toujours, notre cerveau essaie toujours de s'imaginer un petit peu le pire en fait et ça c'est purement humain, c'est purement prouver un studio d'études, des livres sur des études scientifiques, sur l'être humain et sur le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau a cette tendance naturelle à aller toujours chercher le pire et un petit peu à se remettre en question et à douter sur tout ce qui l'entoure. Donc Nicolas, je me suis dit, est-ce qu'il a raison de douter au final? Est-ce que c'est normal de douter? Je vais reprendre l'ordinateur juste ici, histoire de voir un petit peu son message et rebondir sur plusieurs choses. Oui, il a raison de douter parce que je crois que Nicolas, c'est son premier bien, voilà. Il vient de dire acquérir mon premier bien. Donc forcément, le premier bien, c'est le plus compliqué dans le sens où on n'a pas le droit de se tromper vis-à-vis de la banque parce que si on se trompe pas, ça veut dire que la banque va pas nous faire confiance pour d'autres opérations. Forcément, si on amène un projet à une banque et que dans la réalité, ce projet nous amène un cash flow qui est négatif, donc c'est-à-dire qu'on perd de l'argent, on fait un effort d'épargne tous les mois, la banque va pas forcément être chaude pour te reprêter de l'argent parce qu'elle va se dire, ok, le mec investit mais il perd de l'argent tous les mois. Donc, le premier bien est entre guillemets décisif également vis-à-vis de ton taux d'endettement et de ton reste à vivre. Parce que si tu perds de l'argent tous les mois, ton reste à vivre il diminue. Donc, tu peux moins emprunter et ton taux d'endettement est plus fortement impacté. Donc, ça, c'est super important et c'est normal de douter pour son premier bien. C'est comme toutes les premières fois qu'on fait au final. Que ce soit la première fois que tu vas faire l'amour, la première fois que tu vas prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde, la première fois que tu vas faire un sport pour la première fois. Enfin, tout va être nul la première fois. Enfin, attention. Tout ne va pas être nul, mais tout va être peut-être décevant, tout va être un petit peu inquiétant, tout va te faire un petit peu douter, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas être comme si c'était la maison chez toi. Donc, c'est normal de douter sur les premières choses qu'on fait. Encore une fois, quand on est bien formé, il n'y a aucune raison de se planter dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est quelque chose de très concret. Voilà, encore une fois, l'immobilier, toi, c'est des murs, tu les touches et là, ça vaut quelque chose, ça peut pas disparaître. Donc, c'est très concret. Donc, si on s'est bien formé, encore une fois, dans l'immobilier, au pire du pire, tu as mal acheté, tu as perdu les frais de notaire, les frais d'agence, mais tu peux retomber sur tes pattes relativement assez vite et assez rapidement. Donc, il n'y a pas de grosse erreur à faire. Et également, il souligne quelque chose qui est intéressant, je pense à souligner, c'est je n'ai pas confiance aux agents immobiliers. Et ça, je trouve que c'est un très bon point parce que j'ai l'impression qu'il y a deux équipes. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce point-là. Mais il y a ceux qui vont dire oui, les agents immobiliers, c'est pas que des gens qui ouvrent des portes, qui prennent des coms sans rien faire. Et je suis d'accord, l'agent immobilier fait un travail de fond. On est d'accord, il est censé normalement faire son travail de fond, d'avoir les informations, d'avoir toutes les clés, de faire en sorte qu'on puisse tout visiter, d'avoir tout. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'agents immobiliers qui sont des grosses blagues. J'ai envie de dire limite 9 sur 10 et malheureusement ils font pas leur travail, c'est-à-dire qu'on doit tout visiter dans un immeuble, il y a 50% des lots qu'on va pas visiter, on leur demande des chiffres, ils nous en sortent quand ils les ont, mais malheureusement ceux qui nous sortent malheureusement également ils sont souvent pas vrais. Par exemple, j'ai un exemple récent d'une taxe foncière, on l'annonce à 2200 lors de la visite, je redemande une preuve parce que je demande toujours des preuves de tout ce qu'on me donne comme information. Le relevé de taxe foncière il est à 4006, donc c'est quand même plus de 2 fois le prix et ça joue dans le prévisionnel, toi.
Quand tu passes de 2002 de taxe foncière à 4006, c'est pas la même chose. Donc, il faut toujours redemander la confirmation de tout ce qu'un agent immobilier va t'avancer, aussi bien au niveau des chiffres de taxe foncière, des loyers. Tu demandes de voir les baux et même plus, tu demandes à ce qu'on t'exporte le PDF du compte en banque sur lequel c'est reçu parce que on veut être certain que ce soit les bons loyers qui rentrent. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont te dire des loyers. Est-ce que c'est hors charge? Est-ce que c'est charges comprises? C'est important à prendre en compte. Donc, tous les chiffres, tu les demandes et tu demandes que des preuves. On te dit que ça vaut tant si tu demandes une preuve. On te dit qu'il faut tant de travaux ici, tu demandes une preuve. Ou tu fais chiffrer toi-même par des artisans. Bref, il faut toujours avoir des garanties en fait, c'est ça. Ne pas faire confiance aveugle aux agents immobiliers puisque, comme le dit Nicolas sur son message, voilà, j'ai pas de confiance aux agents immobiliers. Bah, je pense que c'est pas le seul et il faut toujours remettre en question leurs propos parce que malheureusement, quand ils te disent qu'il y a X de travaux, bah, généralement, c'est 10, 15, 20, 30% plus cher et quand tu dis ça peut se louer tant ce loyer, bah, généralement, c'est 10, 20, 30% moins cher. Donc, toi, c'est tire dans les deux sens, mais dans le mauvais sens à chaque fois. Et voilà, c'est pas tous les agents immobiliers, encore une fois. Je jette pas la foudre sur tous les agents immobiliers, mais je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui savent pas faire leur travail et c'est un petit peu décevant puisque finalement, on se retrouve à faire leur travail et à aller chercher toutes les informations. Autre point qui est intéressant à prendre en compte, le marché se fait prendre d'assaut par les investisseurs. Et ça, je pense que c'est également une vraie tendance où, voilà, l'immobilier, ça a toujours été à la mode chez les Français. Les Français ont toujours voulu investir dans l'immobilier, ça a toujours été un des placements préférés des Français. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui qui est à l'investissement immobilier, notamment grâce ou à cause de moi et d'autres personnes acteurs sur Internet qui montre que l'immobilier, c'est quelque chose de très intéressant dans un patrimoine qui peut faire gagner beaucoup d'argent et qui n'est pas forcément si compliqué que ça à mettre en place si on se forme et qu'on a un processus, une marche à suivre. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a une concurrence qui est féroce et c'est pour ça que quand il y a une bonne affaire, il faut très vite se positionner. C'est-à-dire que déjà, il faut scanner Le Bon Coin, etc., plusieurs fois par jour, mettre des alertes et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est pas on envoie un email ou on appelle demain, on appelle tout de suite, on demande une visite tout de suite et limite, s'il faut vraiment, si on est dans des marchés très concurrentiels, on envoie une offre au téléphone tout de suite, on dit je vous le prends au prix, quitte à se rétracter derrière, à faire chier un peu l'agent immobilier et le vendeur. Mais au moins, vous avez bloqué l'affaire. Parce que des affaires, on le sent tout de suite quand ça sent bon. Si vous êtes bien formé et que vous avez une bonne connaissance de votre marché, quand vous voyez sur Le Bon Coin une affaire à tel prix, telle superficie, telle typologie, tel nanani, tel nanana, vous savez tout de suite que, oh là là, ça sent très très bon, il ne faut pas perdre de temps parce que vous n'êtes pas le seul. Et malheureusement, j'en parlais encore une fois avec un ami qui investit lui en province. Mais quand je dis province, c'est des villes où personne ne va investir normalement, où il y a très peu d'habitants. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bonnes affaires. Il me disait, putain, j'ai vu un truc. Là, je savais en voyant l'annonce que c'était bon, mais je pouvais pas parce que je travaillais. Donc, j'allais appeler le week-end prochain en me disant que c'est un petit marché et qu'il n'y a pas forcément de grosse concurrence. Et il appelle et il me dit que l'agent immobilier lui a dit que c'était déjà vendu. Il était assez choqué parce que en effet, dans les marchés de province, et vraiment, je te parle des provinces un peu reculées, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de concurrence. Normalement, c'est dans les grosses villes ou dans les villes, moyennes villes, on va dire, type Caen, Rouen, Bordeaux, Nantes, Lyon, Perpignan, toutes les villes un petit peu, voilà, tu m'as compris. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une vraie concurrence. C'est-à-dire que si tu as un bien qui t'intéresse, il faut le bloquer tout de suite, il faut le visiter tout de suite. Alors, je sais que c'est pas évident avec ton travail, forcément, que tu peux pas forcément te libérer comme tu veux, mais il faut savoir que si tu peux pas bloquer l'affaire tout de suite, il y a de fortes chances qu'elle te passe sous le nez. Après, il y avait autre chose d'intéressant dans son message, c'est la peur que mon appartement ne soit pas loué. Ça, cette peur, elle ne doit plus exister. C'est-à-dire que déjà en France, on a un manque de logement, c'est-à-dire qu'on a plus de demandes que d'offres aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on a énormément de promoteurs qui sortent des projets de terre. Je pense que dans ta ville où tu habites, tu dois avoir des opérations de promotion immobilière de la part de marchands de biens locaux qui ont des moyens ou de la part de promoteurs immobiliers tels que Bouygues, etc., etc. Donc, c'est pas un hasard. Et pour supprimer ce doute, il suffit simplement de mettre une annonce fictive sur Le Bon Coin. Tu vas tout de suite savoir s'il y a une demande pour ton bien et sur ce marché. Donc, en 2 minutes, tu mets ton annonce et dans les 24 heures, tu sais tout de suite si tu as des appels ou pas, 24-48 heures. Donc ça, c'est une crainte que beaucoup de Français ont. Et en général, les plus grosses craintes que les Français ont au sujet de l'investissement immobilier, ça va être donc la peur de pas louer et la peur de l'impayé. Encore une fois, la peur de l'impayé, quand on regarde, c'est moins de 3% c'est moins de 3% d'impayé sur tout le parc locatif. Et généralement, c'est sur des biens qui ont été soit loués vite, à l'arrache, pas bien, ou le locataire n'a pas été, on va dire, étudié soigneusement. Enfin, encore voilà. Si tu fais de la location courte durée, de la colocation, de la location à des étudiants, des choses qui rapportent, c'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui, ou des immeubles de rapport, en fait, tu te rends compte que le risque d'impayé n'existe presque pas, parce que sur les immeubles, tu dilues ton risque d'impayé sur tout l'immeuble. Donc, si tu as un impayé sur tout l'immeuble, normalement, ça t'impacte pas du tout. En location étudiante, colocation, c'est des gens qui viennent pour les études, donc ils sont financés par les APEI, les parents en caution, ils vont rester 1-2 ans pour les études, ils vont repartir, donc il y a du turnover, donc tu n'as pas de risque d'impayé. Les petites surfaces, c'est pareil, les gens ils restent pas longtemps, donc généralement il y a du turnover, donc ça part vite. La location saisonnière, t'encaisses avant, donc il n'y a pas d'impayé. Donc tu vois, en fait, ce risque d'impayé, cette peur, elle est également non fondée. Alors, bien évidemment, dans ta carrière d'investisseur, ça peut t'arriver. Si tu investis sur 10, 20, 30, 40 ans, je te le cache pas, ça peut arriver. On n'est pas invincible vis-à-vis de ce genre de risque. Mais encore une fois, faut pas
faut pas sataniser, j'invente des nouveaux mots, ce genre de choses qui peuvent arriver, qui arrivent finalement très rarement. J'avais pas lu la fin de son message. En principe, si j'ai des PV de syndic, les charges de copro, les loyers moyens de l'endroit, la taxe foncière, les diagnostics, j'ai tout ce qu'il faut pour prévoir. Et Nicolas, il a entièrement raison. Il a tout pour prévoir finalement dans ce qu'il vient de me dire. S'il a les PV, si c'est l'historique de l'appartement, via l'Assemblée Générale, si c'est ce qui s'est passé à la copropriété, etc., qu'il a fait son annonce fictive, qu'il a tous les montants de charges, taxes foncières, charges de copro, en fait, il peut plus se tromper avec des diagnostics, il sait tout. Donc, en fait, je pense que c'est simplement une peur de passer à l'action et je comprends entièrement. Et en fait, ce qui va se passer pour Nicolas, je pense, c'est que le jour où il va passer à l'action, il va se rendre compte que, ah putain, c'était pas si dur que ça. Et qu'en fait, on peut se faire peur tout le temps sur plein de choses et qu'en fait, bah, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, c'est comme tu disais en début de la vidéo, notre cerveau a toujours tendance à s'imaginer le pire. Tu sais, il y a une turbulence dans l'avion, tu crois qu'on va cracher. Tu marches seul dans la rue, il y a une petite ruelle sombre, tu as l'impression qu'on va te planter un couteau dans le bide. Non, au final, tu marches et tu prends l'avion et tout s'est bien passé. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer par exemple pour Nicolas, c'est que il a aucun risque aucun risque. Encore une fois, il y a jamais de risque zéro, mais je pense qu'il se donne, il se fait beaucoup peur pour pas grand chose parce que, encore une fois, surtout sur un appartement que tu achètes en assemblée générale, en copropriété, pardon, tu peux tout maîtriser, c'est-à-dire que tu as accès à tout. Dans des immeubles de rapport, t'as pas d'assemblée générale, c'est simplement la parole du propriétaire et ce qui te dit ce qui a été fait et comment l'immeuble a vécu. Mais quand il y a une copropriété, c'est également un gage de sécurité vis-à-vis de l'immeuble et de comment il s'est comporté, etc., etc. Donc, voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que c'est justifié les peurs que Nicolas a? Est-ce que toi, tu as vécu ces peurs dans ton premier achat immobilier? Est-ce que tu es en train d'acheter un appartement pour la première fois? Est-ce que tu comprends ces peurs? Et dis-moi dans les commentaires, ça m'aidera vraiment à comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est en train d'acheter son bien pour la première fois. Parce que moi, c'était il y a 5 ans déjà. C'est il y a 5 ans, plus de 5 ans. Et je t'avoue que je me rappelle pas du tout de comment je me sentais à l'époque. J'ai un gros problème, c'est que j'oublie tout, moi. Je me rappelle vraiment très peu des détails du passé. Donc, je me rappelle plus trop comment j'étais, moi, à cette époque-là. Mais dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir. Mets-moi un petit pouce bleu, ça me motive toujours. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.